Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Data Science en entreprise. Ici nous parlons des sujets et des problématiques qui ont rapport avec le machine learning, le deep learning, le NLP. Si vous souhaitez traiter ces sujets-là, vous êtes à la bonne page, n'hésitez pas à liker, abonner. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a rapport avec la détection de fraude, et plus particulièrement la détection de fraude avec les données labellisées. Ici, nous sommes typiquement face à une situation, à une problématique de classification. Avant toute chose, c'est quoi la fraude? Voilà. Alors, la fraude pour nous sera tout ce qui est inhabituel. Donc, lorsque nous avons des données et on explore ces données, tout ce qui, entre griffes, sera nos outliers, seront constitués comme des situations frauduleuses. Donc, en quoi alors le data scientist il est impliqué dans ce processus? Naturellement, ça vient dans la mesure où un data scientist il peut mettre en place des outils automatisés qui permettent d'évaluer de vastes ensembles de données pour ainsi détecter des situations, des cas inhabituels. Alors, dans notre cadre, ici pareil, nous allons travailler un petit peu sur une situation qui a rapport avec la banque, c'est-à-dire les cartes de crédit, la fraude effectuée sur les cartes de crédit. Pour ce faire, nous nous sommes dotés des données qui proviennent de Kaggle, voilà, qui sont en réalité des données issues de transactions de cartes européennes effectuées sur 2 jours en septembre 2013. Alors, sur des observations allant jusqu'à 284 000 environ, nous avons à peine 492 fraudes. Donc, vous voyez, c'est assez minime. Et dans notre cas de figure de travail, nous allons juste nous intéresser à 800 lignes, c'est-à-dire 800 observations, et 32 colonnes, c'est-à-dire 32 variables. Particulièrement, on a dit à l'entame de cette vidéo qu'il s'agissait de cas de données labellisées. Dans quel cadre, en effet, on parle de labellisation? Dans notre cas de figure ici, nous avons une variable qui nous permet de dire si une observation est frauduleuse ou pas. Et donc, l'étiquetage binaire que nous avons est que, avec la variable classe que nous allons utiliser, si nous sommes dans un cadre frauduleux, on parlera de 1, si cela est matérialisé par 1, et lorsqu'il s'agit d'un cas non frauduleux, cela sera matérialisé par 0. Mais non. Donc du coup, quelles sont les particularités qui ont rapport avec cette problématique de détection de fraude? La première chose qu'on a pu remarquer est la question de déséquilibre. Donc, nous voulons faire une classification. Ici, dans le cas de figure, par rapport à la variable classe, qui a deux modalités. La première modalité 1 qui représente la fraude et la modalité 0 qui représente la non-fraude. Et ici, qu'est-ce qu'il en est? On remarque que le nombre de fraudes est assez minime comparativement au nombre de non-fraudes. 92 comparé à 294 000, il y a une grande différence. Cela dénote la question de déséquilibre. Et donc, vu l'état de notre prochaine base de données, qu'est-ce que nous avons comme outil? On peut explorer la question de rééchantillonnage. Une vidéo a été faite là-dessus précédemment. La question de rééchantillonnage en se basant sur l'undersampling ou l'oversampling. C'est des questions qui sont à regarder au besoin. On ne sait pas si ça va nous porter loin dans le résultat ou pas, mais pour l'instant, le but, c'est d'aller vers l'application des techniques de cette logique-là. Autre chose, comme on a pu le dire un peu plus tôt, il s'agit d'une situation de classification. Pourquoi? Parce que nous avons deux classes, la classe non-fraude et la classe fraude, et nous devons en effet prédire sur d'autres nouvelles observations si nous avons toujours cette question de fraude ou de non-fraude. Une autre problématique assez importante est le choix de la métrique d'évaluation. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un cadre de fraude, de déséquilibre surtout de base de données. Et lorsque nous sommes dans un cadre particulier, pareil, le choix de la métrique devient très important. Il s'agit d'une situation de classification. C'est à ça qu'on va s'en tenir.
Dans cette logique, dans cette perspective, nous sommes intéressés. Bon, écoutez, on a décidé de regarder rapidement quelques algorithmes simplistes qui peuvent nous aider à faire une classification. La régression logistique, l'analyse discriminante linéaire, qui sont en effet des algorithmes faciles à interpréter, faciles à mettre en place. Plus loin, on est parti sur des arbres de classification et de régression, le CART, et puis les cas plus proches voisins. Et ces algorithmes, on les a étoffés un peu plus avec des algorithmes de boosting, le ADA boosting, le gradient boosting, et plus loin, des algorithmes de barging, le random forest, l'Astra Tree. Un outil assez intéressant, assez important qui s'offre à nous, c'est la matrice de confusion. Et cette matrice de confusion nous permet d'évaluer non seulement l'état de classification de notre modèle, mais aussi d'autres métriques très importantes, comme le rappel, qui s'appelle le recall ici en anglais, la précision, et d'autres métriques comme le F1 score. Lorsque nous allons nous focaliser, parce que nous allons nous focaliser sur le fait que notre base soit déséquilibrée, l'important c'est de regarder soit le recall, soit la précision pour évaluer les performances de notre métrique. Mais on reviendra un petit peu plus là-dessus sur le choix précis de quelle métrique utiliser. Plus loin, il y a le F1 score qui nous permet, le F1 score qui est déjà une moyenne harmonique entre la précision et le recall. Du coup, cela nous permet d'une manière ou d'une autre d'avoir, de faire un deal entre l'usage de ces deux métriques. On peut aller plus loin en regardant la version beaucoup plus généraliste du F1 score qui est le F beta score, qui permet de pondérer d'une manière ou d'une autre la question de recall ou de précision. Dans notre situation, l'accent sera mis sur l'évaluation de la précision, du recall ou encore du F1 score. Alors, le choix de notre métrique doit épouser qu'on appelle des objectifs que nous voulons atteindre par rapport à notre détection. Lorsque nous prenons par exemple le cadre de la détection de fraude à la carte de crédit, il est beaucoup plus intéressant d'optimiser le recall. Et à contrario, lorsque nous sommes dans un cadre de détection de fraude à l'assurance, il faut beaucoup plus s'intéresser à la précision en lieu et place du recall. Mais pourquoi? Déjà, regardons rapidement la question du recall. Le recall, il nous permet, si on revient sur notre présentation ici, le recall, il nous permet d'évaluer le taux de fraude prédit parmi tout ce qui est frauduleux. Le taux de fraude prédit parmi tout ce qui est frauduleux. Cela peut impliquer la question de faux positifs qui peut être élevé dans notre cadre lorsque nous allons nous intéresser beaucoup plus au recall, puisque cela ne prend pas en considération la précision. Mais le choix est opéré, le choix de la métrique est opéré suivant l'objectif qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut beaucoup plus maximiser le taux d'éléments prédits par rapport à tout ce qui est réellement frauduleux, ou le taux de ce qui est vraiment frauduleux par rapport à tout ce qui est prédit frauduleux? Cela est un sujet assez important à regarder avec beaucoup de tact pour un choix de métrique. En fin de compte, comme on l'a dit, le F1 score permet d'une manière ou d'une autre de regarder un petit peu dans l'ensemble un choix effectué sur la précision et le recall. Maintenant, le tout est à switcher sur le notebook pour essayer de voir. À présent, nous voici sur notre notebook. Nous allons, comme tout projet machine learning, aller pas à pas, voilà, de notre donnée. Nous allons aller à notre modélisation et puis voir comment ça va se représenter. Voilà. En premier lieu, nous avons les librairies et puis les packages qui sont importés. Niveau détail, l'explication de tout ça. La première chose importante comme librairie que je vais laisser entrevoir ici, c'est la librairie imlearn. C'est une librairie, de façon étendue, c'est imbalanced learn.
Et comme ça s'entend, hein, c'est une librairie qui est dédiée en gros à la modélisation des bases de données où il y a beaucoup de déséquilibres à mettre. Où il y a des déséquilibres à mettre. Je vous épargne ceux qui sont là. Voilà. À ce niveau, nous avons quelques librairies, la librairie Pickle qui nous permet d'enregistrer notre modèle lorsqu'il sera obtenu finalement. Voilà. Et puis de l'utiliser plus. Cela, en fonction de ce que nous voulons faire, on utilisera dump ou bien load pour le chargement. Ici, c'est juste une librairie avec de warning qui nous permet d'éviter tout ce qu'il y a comme avertissement qui émaneront de nos chargements de code. Alors celui-là, je peux me passer de lui parce que oui, il nous permet simplement de faire un travail sur Google Colab, de faire l'importation surtout de notre dataset. Voilà. Donc tout ça étant avec notre dataset. Donc on va essayer de commencer par voir à quoi cela ressemble déjà dans notre cas de figure. Donc avec un petit thread sur 3, voilà, on peut voir à quoi cela ressemble. Ok, donc comme on peut le voir, voici un petit peu à quoi ressemble notre data, voilà, notre dataset. Et déjà, voilà, bon, il y a des points ici, ce qui ne permet pas de voir correctement toutes les variables. Donc, pour essayer de les afficher tous, enfin, on ne va pas les afficher tous ici, on va juste voir un petit peu les colonnes qui sont là. Du coup, moi, je pars sur columns. Alors, voilà. Donc, les colonnes que j'ai on name 0 equal on name 0 times V1 jusqu'à V28 amount et puis classe. Voilà. On peut remarquer aussi, c'est une information qui est connue déjà sur Kaggle. Les informations que nous avons ici sont des informations anonymisées qui sont aussi standardisées. Voilà. Donc c'est pourquoi voilà, on est en face de cette donnée-là. Donc les variables V1 jusqu'à V28 n'ont pas de nom particulier, donc on ne pourra pas vraiment faire des analyses poussées par rapport à ces variables-là, voir à quoi ils ressemblent. Ce qui est assez important pour nous ici, c'est la variable classe que nous allons considérer avec tout ce qui est V1 jusqu'à V28. La variable amount, on va se passer de lui. Et la variable onName equal to 0. Alors, cette variable, c'est juste une indexation supplémentaire. Voilà. Donc, on va juste enlever ces variables-là. Pour ce faire, donc, nous allons reprendre data égale data. Point, nous allons dropper. Alors, nous allons faire notre drop sur l'abscisse, enfin sur notre colonne. Donc ça fait abscisse égale 1. Et maintenant, il s'agit de quelle colonne nous allons dropper. On va enlever cette colonne là. Voilà, je prends celle-là. Tac, tac. Voilà. Nous allons enlever la colonne times. Et puis enlever la colonne amount. Voilà, et regardez à la suite à quoi ça ressemble notre dataset. Alors, tu vois, point, allez, c'est bon. Donc, voyons maintenant notre dataset sans ces colonnes-là. Et tout notre travail sera focalisé sur ce dernier. Donc, toutes les variables qui sont ici seront les variables explicatives. Et puis, la variable classe sera notre variable à expliquer. La variable à prédit. Nous passons ainsi à une exploration un petit peu des données. Voilà. On va voir un peu ce qui est dedans.
C'est vrai, on n'aura pas une grande information vu de l'état de nos variables qui sont beaucoup anonymisées. Mais bon, on se lance quand même. La première étape de notre exploration va consister à regarder un petit peu quelques statistiques qui ont rapport avec notre dataset. Sauf que ici, il faut rappeler que bon, voilà, nous n'avons pas des colonnes qui ont des noms, qui ont des noms significatifs. Donc, nous allons passer cette étape sans pour autant regarder un petit peu la structure de notre dataset, avec chaque bien sûr. Donc, nous confirmons qu'il y a 8000 lignes et puis 29 colonnes qui vont être utilisées dans notre travail. On peut regarder un peu plus loin la structure de chaque colonne. Ok, cela nous laissera entrevoir que les variables V1 jusqu'à V8 sont des variables float. Puis la variable classe qui est int. Essayons de regarder à quoi ressemble le int, voilà, pour s'en convaincre de ce que nous voulons faire dans le sens de classification. Donc, regardons un peu. Data trace, ok, point value counts. Voilà, nickel. Donc, on remarque très bien que nous avons 0 qui correspond à 7983 et puis 1 qui correspond à 17. Bon, c'est pas assez parlant pour nous. On va essayer d'avoir notre résultat sous forme de pourcentage. Donc, on passe à Normalize True here. Avec ça, on peut obtenir, voilà. Donc, je multiplie par 100. Et nous avons un résultat beaucoup plus parlant qui nous donne 99,78% de données non frauduleuses et 0,21% de données frauduleuses. On peut passer à une affichage beaucoup plus joli. Donc voilà, je vais essayer de faire class name. Puis je nomme des choses. 0 est en fait non-fraud. Et puis 1 est fraud. Voilà. Donc je pars de là. Je reprends la même chose que j'ai effectuée ici tout à l'heure. Je prends tout ça. Tac, tac. Je suis là. Et puis à ça, je vais faire le rename index égal à class names. Voilà, je fais comme ça. Voilà, c'est plus magnifique d'avoir non-fraud qui est 99% et puis fraud qui est à hauteur de 0,21. Donc on remarque instantanément la question de déséquilibre qui existe entre les modalités de cette variable classe que nous voulons prédire. Ce qui complique alors la vie. Ce serait très difficile de faire notre prédiction de façon directe sur ces données-là. Mais nous n'allons pas sauter sur un rééquilibrage ou pas. On laisse comme ça et commencer par explorer pour voir ce qu'on aura. Donc, une question de visualisation alors ne sera pas de mise ici parce que les variables sont anonymisées. On n'en aura pas forcément. Regardons un petit peu s'il y a des variables manquantes ou pas. Is là. Allez. Donc, on peut regarder que nous avons 0 partout. Du coup, il n'y a pas de variable manquante. Tout cela est dû au fait que bon, voilà, il y a eu un pré-traitement
de la donnée qui existe déjà sur Kaggle. C'est ça qui facilite un peu ces étapes-là de notre travail. Sinon, c'est des étapes à considérer avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, un projet Machine Learning tient en grande partie sur ces étapes précédentes, ces étapes d'analyse de la donnée, sur le côté statistique descriptive, sur le côté visualisation de la donnée et surtout sur le côté pré-procession de la donnée. Tout cela étant, nous allons passer à une étape, à notre étape particulière qui sera l'étape de modélisation. Alors, pour notre étape de modélisation, nous récupérons déjà notre variable cible. Nous récupérons ça. Une particularité à vraiment prendre en considération ici, lorsque nous sommes dans un cadre de données assez déséquilibré pareil, c'est d'utiliser l'option Stratify. Et on fait une stratification alors par rapport à la variable cible. Donc, on va faire Stratify par rapport à la variable Y. Je prends F1 score pour l'instant. Voilà. On verra bien, mais je prends F1 score. Je l'aime bien. Donc, pour notre modélisation, on l'a dit un peu plus haut, il s'agira de, en premier lieu, faire quelques vérifications, essayer de voir un peu ce que nous avons sur les modèles simplistes, comme la régression logistique, le linear discriminant et autres. Nous allons essayer de les regarder ensemble rapidement. Et une manière de modéliser et prendre en considération tous ces algorithmes et les vérifier en même temps, c'est comme ceci. Modèle. Nous avons défini liste. Voilà. Et puis à chaque modèle, nous allons ajouter chaque modèle. Donc, on peut remarquer, nous avons édenté, enfin, nous avons créé une liste. Et dans notre liste, il y a plusieurs modèles que nous avons laissés. La régression logistique, le linear discriminant analysis et les autres. Nous avons mis les modèles, les méthodes par rapport au boosting et ceux issus du bugging aussi. Une manière d'implémenter rapide nous permet de voir un petit peu que là, en passant, alors nous commençons comme ça par remarquer les performances de notre algorithme, en se basant sur le scoring qui est ici paramétré comme étant le F1 score. Donc, parfait. Nous venons, voici en retour. Nous avons un peu les résultats, voilà, qui sont à nous. On peut regarder, bon voilà, écoutez, nous allons tracer pour avoir le cœur net par rapport aux résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Notre régression logistique ne fait rien de bon, voilà. Notre carte, il ne fait rien de bon non plus. Le random forest, il est en copie. Voilà. Médiane. Notre linear discriminant analysis fait mieux comparativement aux autres qui ont des médianes beaucoup plus basses, à hauteur de 3 peut-être ici, et puis ici c'est en copie à hauteur de 0. Voilà. Donc, sur cette base, on peut essayer de voir, avec comme un nouveau, on peut prendre le recall comme métrique pour essayer de voir comment ça va se comporter aussi. Donc allons-y avec le recall, je change simplement ici, tac, le bon modèle, ici il n'y a pas de problème, et puis nous nous relançons. Alors, nous voici à la fin, par rapport à ce nouveau modèle encore. Enfin,
avec comme score le recall. Et qu'est-ce qu'on peut regarder? Regardons les représentations qui s'offrent à nous. On a toujours notre Linear Discriminant Analysis qui prend toujours la première place par rapport à cette classification. Tout le reste, bon, ils font pas le poids. Voilà, ils font pas le poids. Le KNN, bon voilà, il se démettent quand même mieux, donc voilà, mais il fait pas. Donc, on se focalise maintenant par rapport à notre première modélisation qui va être sur le Linear Discriminant Analysis. Donc, je vais prendre comme première modélisation modèle 0, puis je prends le Linear Discriminant. Je fais ce travail et on fera une prédiction pour voir predictions égale modèle 0 F1 sur le test. Il ne faut pas oublier de mettre en premier lieu les vraies valeurs, le Y-test, et maintenant les prédictions. Voilà, avec ça, nous avons une prédiction, enfin, nous avons un score à hauteur de 85, qui n'est pas mal. On peut essayer de regarder le recall. On va avoir notre résultat bien affiché. Voilà, donc là, avec un peu de surprise, on est à 1 au niveau de notre recall et à 85% sur notre F1 score. Ici déjà, le 1 que nous obtenons au niveau du recall nous laisse entrevoir que tout ce qui est prédit frauduleux est effectivement frauduleux. Tout ce qui est frauduleux est effectivement frauduleux. C'est ce que ça me dit. On peut essayer de regarder parce que n'oublions pas que le F1 score émane d'une moyenne entre le recall et puis la précision. Classification report, yes. Et on fait ça sur tout ça, voilà. Voilà. Et donc, voilà. Il y a une parenthèse supplémentaire. Parfait. Donc, tous nos résultats sont là, très joliment affichés. Nous avons la précision qui est 75,075 ici, notre recall qui est 1 et qui est notre, comment on l'appelle, notre F1 score qui est 0.96. Voilà, c'est joli. Oh, alors, regardons notre matrice de confusion. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardons. Actual. Sur les fraudes, c'est-à-dire 1 qui représente les fraudes, le total des 1, ça se retrouve ici. C'est-à-dire ça fait 0 plus 3. Et du coup, ça fait 3. Voilà. Et par rapport au total des non-fraudes, nous avons ça plus 1. Voilà. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Lorsqu'on parle du recall, le recall qui est en effet le true positif, le vrai positif divisé par la somme de ces deux-là, c'est-à-dire le vrai positif, le plus faux négatif. Donc, lorsqu'on fait ça, ça fait 3 divisé par la somme de 0 et de 3, ce qui donne toujours 3, et du coup, ça fait 1. Donc, le travail est très bien effectué. On peut remarquer joyeusement ici que tout est très bien prédit, c'est-à-dire le nombre de 1, les 1 sont très bien prédits. Il y a 3 1 et puis les 3 1 sont très bien prédits. Donc notre modèle, il est parfait. Voilà, il est parfait. On serait tenté d'optimiser, parce qu'on peut remarquer à la base que qu'est-ce que j'ai utilisé dans ma modélisation? J'ai rien utilisé de particulier. Alors j'ai utilisé les paramétrisations par défaut. Donc, avec ça déjà, moi j'ai plus besoin de passer à une optimisation d'hyper paramètres. Je zappe cette étape-là. Maintenant, on peut essayer de voir, parce que nous avons pu remarquer qu'il s'agissait des données déséquilibrées. Donc on peut essayer de voir
comment ça va se comporter avec un rééchantillonnage de notre base? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Il est bien de savoir que la question de rééchantillonnage est là en cas de besoin. Il ne faut pas sauter là-dessus instantanément. Comme on a pu le remarquer maintenant, sans rééchantillonnage, on a un très bon résultat déjà qui émane de notre modélisation avec le Linear Discriminant Analysis. On continue cette fois-ci avec du rééchantillonnage, juste pour regarder, pour voir un petit peu le comportement des choses. Donc, voilà, on va partir d'abord sur du undersampling. Tac, tac. Yes. Tac, tac, tac. Et alors, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais juste reprendre tout simplement ce que j'ai fait ici précédemment. Allez. Et celui-là. Donc, on regarde un peu. C'est bon. On va voir. Bon, j'utilise Counter. Sur ce qu'on avait précédemment sur notre Y-Train. Donc, de 6386, on se retrouve à 14. 14 pour le nombre de fraudes et 14 pour le nombre de non-fraudes. Bon, écoutez, la perte de l'information est énorme. Cette méthodologie est revenue sur du oversampling pour voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Alors ici, la stratégie est toujours la même. Nous allons utiliser plutôt le smooth. Je suis sûr que je n'avais pas instancié ça de l'autre, je n'avais pas appelé ça de l'autre côté. Tout ça se trouve dans la librairie Learn, Learn. Donc pour over sampling, et là je vais import smooth. Voilà. Donc je vais instancier mon smooth. Donc smooth over totalement. Donc nickel, c'est joli. On va regarder un peu comment les choses se comportent ici plutôt. Donc si on le fait, je change simplement celui-là en X. Donc on a mieux. Voilà. On a 6386 au niveau du non-fraude et puis 6086 au niveau de la fraude aussi. Bon, cela peut nous conduire à regarder un peu ce qui se passe avec un truc pareil. Donc, comme c'est le cas, nous allons réappliquer tous nos algorithmes. Voilà. On applique dessous. Alors, on a terminé. Parfait. Essayons d'afficher un peu. Bon, avec celui-là, on a de bons résultats. On a de bons résultats sur notre gradient boosting, le random forest, le extract trees, le KNN et le cart. Alors nous allons regarder, on va pas explorer tout ça, on va juste choisir un ou deux et voir comment ça va se comporter. Donc regardons un peu, nous avons 90 ici, 90 là, 90, enfin là aussi on a 90 et puis le standard deviation, l'écart type est de 0.30 de tous ces côtés-là. Donc, sont tous intéressants. Nous allons nous focaliser simplement sur... On choisit un seul, hein, parmi tout ça. J'ai un bon batchant pour le random forest. Je le choisis. Voilà. Donc, on va utiliser le random forest pour voir un petit peu comment ça va se passer nos prédictions. Mais nos prédictions sur des valeurs qui ne sont pas rééchantillonnées. Voilà. Donc, je vais appeler ça peut-être modèle 1. Modèle 1, voilà, parce qu'on va appeler l'autre 0. Donc, ça sera le random
Progress. Sphere. J'ai l'instant-ci, et puis voilà. Voilà. Et à la suite, on va regarder ce que ça va faire les prédictions. Donc, je vais prédire. Pred, c'est bon. Pred, model 1, c'est bon. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, on a pas mal de résultats aussi. Hein. Il y a une bonne précision. Enfin, il y a une bonne recall. C'est très vu. Enfin, la précision est pratiquement égale à la précision qu'on a vue précédemment. Et je crois que ici on a de très bons résultats aussi. On a de très bons résultats. On va essayer de voir avec notre matrice de confusion sur à quoi on a fait. Donc, je vais juste reprendre ce qui a été fait précédemment ici. Voilà. Je remets là. Ici, je peux pas. C'est du Reds. Ok. Là, je suis avec Pred. C'est bon, je trouve tout c'est bon. Et affichons un peu pour voir ce que ça va. Ah, il fait du bon boulot, tout comme ce qui a précédé. Notre oversamplé fait du bon boulot dans notre cas de figure. Surtout avec notre random forest. On peut essayer de voir ce qui va se passer normalement sur les autres, le KNN ou bien le CART ou encore le gradient boosting et se convaincre en gros de leur performance. Ce qui est retenu normalement sur ce projet de détection de fraude, qui est assez intéressant, plusieurs stratégies. La grande problématique qui est liée à ce sujet est la question du déséquilibre. Il est vrai que dans notre cas de figure ici, nous avons eu de bons résultats sans avoir rééquilibré notre base de données. Ce qui est en gros un travail, enfin, c'est intéressant comme travail, sauf que c'est une base de données qui a été vraiment mise au propre, qui ne révèle pas forcément certaines réalités beaucoup plus complexes qui existent en entreprise sur des bases de données beaucoup plus en entreprise qui existent en entreprise. Donc, j'inviterai tout un chacun de vous, voilà, tout un chacun de nous, voilà, à avant toute chose regarder une implémentation de façon plus simple d'abord, avant de partir sur les modes de échantillonnage qui peuvent, soit peu apporter de bons résultats ou encore pire, apporter de très très mauvais résultats. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin.